Bienvenue sur ce plateau. L'euthanasie est souvent présentée comme la manière de poser un acte libre et digne par la demande aux soignants de prescrire la mort au début en phase terminale de la maladie. Puis les critères peuvent s'élargir comme on a pu le constater en Belgique. Le débat n'est pas nouveau, il est même récurrent depuis 40 ans. Le législateur français a jusque-là résisté aux sirènes, si je puis dire, de l'euthanasie. Vous avez, j'imagine, bien en tête également la résistance de l'Église catholique face à l'euthanasie. En octobre 2019, ce sont même des représentants chrétiens, juifs et musulmans qui signaient au Vatican une déclaration commune sur la fin de vie pour dire leur opposition à toute forme d'euthanasie ainsi qu'au suicide assisté. Euthanasie et suicide assisté qui sont considérés comme des actes en complète contradiction avec la valeur de la vie humaine. Mais dans notre émission aujourd'hui, nous n'aborderons pas la question du point de vue religieux, ou pas d'abord du point de vue religieux. Pour mettre l'euthanasie en débat, nous recevons Jean-Louis Touraine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député En Marche du Rhône, président du groupe d'études sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, médecin immunologiste. Vous êtes un promoteur, on peut le dire, déterminé d'une législation de l'aide active à mourir, en un mot de l'euthanasie. Vous avez déposé une proposition de loi en ce sens en janvier, j'allais dire la énième parce que ce n'est pas la première. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je signale également par rapport au programme annoncé que la députée Marine Brunier nous a fait faux bond pour cette émission. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, Claire Fourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin en soins palliatifs depuis 20 ans à Narbonne, à la polyclinique Le Languedoc. Vous avez présidé la SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui regroupe des professionnels de santé, des associations, mais peut-être que vous aurez l'occasion de nous en parler, depuis 1989 avec pour objectif un travail d'information et puis le développement des soins palliatifs en France. Jacques Ricot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes philosophe, chercheur au département de philosophie de l'Université de Nantes. Vous intervenez depuis 30 ans dans la formation, dans les diplômes de soins palliatifs. Vous avez publié un ouvrage, Penser la fin de vie, publié chez IG Éditions, je le cite, parmi d'autres ouvrages sur lesquels peut-être on reviendra au cours de cette émission. Mais pour commencer ce débat, eh bien, je souhaiterais que nous écoutions Olivier Falorni. C'était à la tribune de l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 8 avril dernier. Le député de Charente-Maritime introduisait l'examen de sa proposition de loi voulant légaliser l'euthanasie dans le cadre de ce qu'on appelle une niche parlementaire, une fenêtre de 6h30 de débat environ, qui n'ont pas suffi au groupe Liberté et Territoire d'aller jusqu'au vote final. Je vous propose d'écouter un extrait du propos introductif d'Olivier Falorni, qui était le rapporteur de sa propre proposition de loi. Pourquoi endurer une cruelle agonie quand la mort peut vous délivrer d'une vie qui n'est devenue qu'une survie douloureuse et sans espoir de guérison? Ces questions existentielles, nous sommes tous amenés à nous les poser un jour, pour nous-mêmes ou pour nos proches. La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'1 an a encore accentué cette réflexion profonde chez une grande partie de nos concitoyens. En quoi serait-il inopportun pour nous, représentants de la nation, de nous interroger aujourd'hui sur les conditions et les modalités de la fin de vie des Français? Bien au contraire, c'est plus que jamais nécessaire. Une réponse, ici et maintenant, s'impose désormais comme une impérieuse nécessité. Alors, on se tourne vers vous, Jean-Louis Touraine. On s'en perçoit très nettement qu'à l'Assemblée nationale, il y a une volonté d'un certain nombre de députés de faire avancer la question. Vous-même, vous animez un groupe d'études depuis 3 ans. Vous ne parlez pas d'euthanasie, ce n'est pas dans le lexique. Pour quelle raison? Je vais vous parler des 2 questions que vous m'avez posées. Euthanasie, le mot est approprié. D'ailleurs, il est utilisé en Belgique, puisque étymologiquement, c'est la bonne mort, la mort douce, la mort la moins pénible qui soit. Donc c'est légitime de dire ça. Sauf qu'en France, euthanasie est utilisée pour autre chose que cela. L'euthanasie est utilisée pour parler des camps d'extermination des nazis, où les personnes, évidemment, n'étaient pas consentantes. C'est utilisé pour ce qui se fait aujourd'hui, dans 2000 à 4000 cas chaque année, de façon clandestine, pour des malades en fin de vie. C'est interdit, donc c'est fait en catimini.
Et les malades, bien souvent, ne sont même pas informés du fait qu'on ampute leur survie de quelques heures ou de quelques jours. Donc il y a une question sémantique. Et troisièmement, on l'utilise aussi pour nos animaux domestiques quand ils sont très âgés, paralysés, on les emmène chez le vétérinaire. Et donc, euthanasie en France, c'est donner la mort à quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est le contraire de notre démarche. Notre démarche, c'est un droit du malade. Nous ne voulons uniquement faire respecter le droit du malade. Certains malades veulent attendre la mort naturelle. Ils ne sont pas respectés car on leur administre des produits qui raccourcissent leur survie. D'autres malades demandent une aide active à mourir parce qu'ils n'en peuvent plus d'une agonie insupportable. Ils ne sont pas respectés non plus et on ne les écoute pas. Donc nous demandons simplement que le droit des malades soit respecté. Donc on aide les malades en fonction de ce qu'ils demandent. Mais ce qui compte à l'avenir, c'est l'opinion du malade, non pas l'opinion ni du médecin, ni de la famille, ni de l'État. C'est l'opinion du malade en fin de vie lui-même. Jacques Ricot, sur cette question sémantique. Oui, sur cette question sémantique, évidemment, le philosophe est très, très dubitatif et même très inquiet parce qu'on ne peut pas tricher avec le vocabulaire quand on raisonne et quand on réfléchit. C'est ce que j'ai appris tout le temps à mes élèves. On dit mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus. Donc, je trouve que cette manière d'euphémiser les choses en les nommant pas directement ne clarifie pas le débat, indépendamment des positions que nous pouvons avoir les uns et les autres. Et le mot d'euthanasie, pour revenir là-dessus, moi qui ai une culture latinée et grecque, je peux dire que euthanasia, quand le mot a été forgé par les Grecs, ça signifiait la mort douce, en effet, mais jamais. Et vous trouverez aucun endroit dans le corpus latin et grec où le mot euthanasie signifie faire mourir délibérément quelqu'un, même à sa demande. Vous ne trouverez pas. Vous trouverez une fois une occurrence, je préfère le savant, avec le verbe euthanateo, où ça peut aller dans ce sens. Mais le mot euthanasie, jusqu'au XXe siècle, il signifiait, comme vous l'avez très bien dit vous-même, mort douce, mais pas du tout mort donnée à la demande d'un patient. Et quand vous dites qu'en France, le mot euthanasie n'est utilisé que par des gens qui considèrent que la demande n'a pas été respectée, justement c'est controversé. Là aussi c'est des questions sémantiques mais qui sont importantes. L'éthique du lexique, c'est quelque chose qu'il faut respecter parce qu'il peut y avoir des euthanasies consenties, demandées, et il peut y avoir des euthanasies non consenties, non demandées. Je pense d'ailleurs, comme mon maître en philosophie Paul Ricoeur, qu'il y aura toujours des euthanasies clandestines, inéradicables. Et d'ailleurs, on le constate en Belgique d'ailleurs. Et au moment où nous parlons, il y a beaucoup plus, proportionnellement, c'est attesté par toutes les études sérieuses, beaucoup plus d'euthanasie clandestine dans un régime qui a pourtant légalisé l'euthanasie et qui dit l'avoir encadré, que dans la France, proportionnellement, vous avez avancé le chiffre de 2000 à 4000, en effet, c'est dans cette fourchette-là, on ne va pas trop discuter, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en Belgique, il y a beaucoup plus d'euthanasie clandestine. Depuis la légalisation de l'euthanasie. Depuis la légalisation de l'euthanasie. Docteur Claire Fourcade, comment vous réagissez comme médecin en soins palliatifs face à cette volonté qui se manifeste et qui s'est encore manifestée ces dernières semaines, d'une volonté de parlementaires, que ce soit d'ailleurs au Sénat ou à l'Assemblée nationale, de reprendre un débat sur la loi sur la fin de vie? Alors moi, j'aimerais apporter cette aide active à mourir, oui. la parole plutôt des soignants, des accompagnants, des bénévoles qui sont auprès des patients. Ça fait 20 ans que je travaille dans une équipe qui a accompagné, je pense, à peu près 10 000 patients. Et ce dont on peut témoigner, il me semble, c'est de l'infinie complexité du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, des patients qui sont aussi au clair avec leur volonté, ce qu'ils veulent pas à un moment, c'est surtout une grande ambivalence, une grande complexité, des allers, des retours, des périodes où on est en difficulté, des périodes où, au contraire, on exprime des choix très clairs et puis qui, le lendemain, vont être un peu différents. Et notre travail à nous, soignants, et je reprends là cette définition de l'euthanasie, on pourrait imaginer dans l'étymologie de la bonne mort que c'est notre travail d'essayer d'accompagner cette mort pour qu'elle soit la plus douce possible et la meilleure possible. C'est vraiment notre travail. Moi, j'ai choisi les soins palliatifs quand j'étais étudiante parce que j'ai été choquée dans des services où je suis passée de la façon dont les gens mouraient et que je me suis dit que certainement il y avait moyen de faire autrement et que ça pouvait être différent. Et depuis, et je pense que c'est l'ensemble des soignants de soins palliatifs, on se bat pour que les patients aient le droit d'être accompagnés correctement, d'être soulagés, de ne pas souffrir et de vivre jusqu'au bout dans des conditions qui soient dignes. Et je crois que c'est ça qui est notre combat commun, c'est de refuser en tout cas que les patients meurent dans des conditions difficiles et parfois inacceptables. Oui, bon, non, je voulais juste dire que j'ai la même culture
latino-grec, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que euthanasie était le mot approprié, s'il n'était pas utilisé d'une façon trop imprécise en France et incluant beaucoup les cas de mort donnée à l'insu, voire contre l'avis de la personne. Et donc, moi, je n'ai aucune objection à ce qu'on utilise le mot euthanasie, à condition de toujours y associer euthanasie à la demande du malade. Notre loi, qui a déjà pas mal cheminé, je vais en dire un mot, demande à ce que les malades qui demandent l'euthanasie soient satisfaits, s'ils sont bien en fin de vie. Mais justement, Claire Fourcade pose la question là de la liberté. Si on dit euthanasie appliquée à la demande du malade, c'est tout à fait d'accord. C'est ce que dit d'ailleurs plus simplement l'aide active et morale, puisque l'aide, c'est un malade, il demande l'aide. Il demande l'aide pour pouvoir mourir d'une façon douce. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ce mot d'assistance à la mort médicalisée à la demande du malade. J'aimerais vous entendre sur la question de la liberté. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous disiez quelques députés. Non, je voudrais quand même rectifier. Laissez-moi dire la réalité. Une immense majorité des députés a voté la totalité de cette proposition de loi lors de la commission des affaires sociales. Et ensuite, quand c'est passé dans l'hémicycle, 83,33% des députés, très extraordinairement nombreux, très très nombreux. On était au-delà de la jauge. 300, oui, Madame Fourcade, mais nous étions au-delà de la jauge permise. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut être que la moitié du nombre de députés. Donc vous dites 300, c'est au-delà de l'autorisation. Nous sommes 577, nous n'aurions théoriquement pas eu le droit d'être plus de 280. En tout cas, beaucoup de députés étaient absents et ne se sont pas prononcés, donc on ne peut pas préjuger de leur opinion. Non, madame, non. Nous étions très extraordinairement nombreux ce jeudi soir 8 avril, donc très au-delà de ce que comportent la plupart des lois qui sont votées dans ces conditions. Donc nous étions extrêmement nombreux. Oui. Et sur ce nombre-là, de fait, une très grande majorité, et c'était effectivement 88,5% des députés de la majorité qui se sont exprimés. Donc, de fait, on voit très bien immense majorité. Le point de bascule de la majorité parlementaire. Les Français sont, selon toutes les statistiques, entre 93 et 96%, selon les sondages, à être favorables à cette avancée. Alors, on ne peut pas dire que c'est quelques députés ou quelques Français. C'est l'immense majorité. Non, mais je l'ai dit. Là, on voit très bien que la majorité parlementaire est en train de c'est la majorité des catholiques, d'ailleurs. Hein. Le sondage du Journal de la Croix a montré que 72% des catholiques les plus pratiquants... C'est un sujet important. J'aimerais qu'on parle de la liberté. Si tous les pays sont en train d'avancer dans ce sens, c'est qu'il y a une demande populaire qui existe en Espagne, au Portugal, sous une forme diverse en Italie, en Allemagne, mais dans tous les pays qui nous entourent, toute l'Europe du Nord, Et vous savez Canada, bien, Monsieur Touraine, que plusieurs États américains, australiens. Oui. Donc c'est un phénomène qu'on ne peut pas présenter comme un phénomène minoritaire. Mais c'est pas la question ultra-majoritaire. C'était pas mon propos. Qui vous savez très bien que le droit du malade. Vous savez très bien que les sondages dépendent aussi de la manière dont les questions sont posées, mais on va peut-être pas rentrer tout de suite là-dedans. Moi, je voudrais qu'on puisse parler de ce que vous avez avancé, Dr Fourcade, sur la liberté des patients, des malades en fin de vie, comment elle s'exprime, comment la respecter. J'aimerais pouvoir vous entendre là-dessus, parce que c'est l'un des points auxquels vous êtes attaché, la liberté, mais c'est aussi, je le sais, quelque chose qui vous est cher sur la question de la liberté. Allez-y, Dr Fourcade. Pour moi, c'est une question extrêmement importante, effectivement, parce que il me semble que dans le débat actuel, ce qu'on entend très bien, c'est l'inquiétude de beaucoup de citoyens, de beaucoup de Français sur les conditions de leur fin de vie. Et cette inquiétude, elle me semble parfaitement légitime, de se demander dans quelles conditions on va finir sa vie ou dans quelles conditions nos proches vont finir leur vie, et de s'en inquiéter. Ce qu'on constate, nous, au contact des patients, c'est que le débat est tout à fait déplacé, la question se pose tout à fait différemment. Et donc c'est important aussi d'entendre ces personnes-là qui ne vont pas s'exprimer dans le débat public, forcément, et de pouvoir entendre ce qu'elles ont à nous dire, et cet infini... c'est pas un débat en noir et blanc. Nous, on est vraiment tous les jours dans 50 nuances de gris, et on est attaché à ces nuances-là, à ces situations, à entendre la complexité de ces situations. Et il me semble que le débat autour de la question de l'euthanasie est un débat... presque philosophique, je dirais, qui est tout à fait légitime et sur lequel on peut discuter. Mais
qu'il n'y ait pas une avancée dans ce qu'on vit actuellement, qu'il y ait un autre choix que ce que les lois françaises ont choisi jusqu'à présent. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il me semble que c'est pas un pas plus loin, c'est un pas ailleurs. C'est un autre choix. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne le perçoivent pas forcément. Jusqu'à présent, la loi française a fait le choix de la solidarité. Elle a dit aux personnes qui sont en fin de vie, la loi envoie un message collectif aux personnes qui sont en fin de vie en leur disant, voilà, on va tout mettre en œuvre et quoi qu'il en coûte, on va vous soulager jusqu'au bout. La loi évolue, on avance, on réfléchit, les connaissances progressent, les techniques s'améliorent et on peut dire actuellement aux gens, on va vous soulager, quoi qu'il arrive, on sera avec vous jusqu'au bout, on ne vous laissera pas tomber, on sera présent collectivement. Les bénévoles sont là pour dire, c'est la société aussi qui est présente à vos côtés, on est solidaires, vous comptez pour nous, vous avez du prix pour nous et là, on a besoin de vous. Un autre choix, c'est un choix de société différent qui peut s'entendre, c'est de dire ça regarde que moi. Les conditions de ma fin de vie ne regardent que moi, ça ne regarde pas les autres et mes choix personnels ne regardent pas l'ensemble de la société. La loi doit être là juste pour s'assurer que mes droits personnels peuvent être respectés. Il me semble pour moi que c'est deux choix vraiment différents. D'un côté, un choix ultralibéral, c'est vraiment effectivement un choix qui est tout à fait conforme à pas mal d'évolutions dans notre société, ou un choix de solidarité. Et il me semble, en tout cas pour nous soignants, collectivement, soignants de soins palliatifs, c'est là une position vraiment portée collectivement, pour que nous puissions être présents aux côtés de ces patients, et c'est parfois très difficile, on a besoin aussi que la société nous envoie ce message qu'elle a besoin qu'on soit là. Est-ce que je suis libre si je suis malade et que je souffre terriblement et que du coup je demande, j'exprime, vous l'avez dit, il peut arriver parfois qu'on veuille mourir, mais on peut aussi changer d'avis. C'est pas parce que la question est complexe qu'elle ne doit pas être traitée et qu'on doit procrastiner encore davantage. Ça fait 40 ans déjà que l'on repousse la question. C'est justement parce qu'elle est complexe que l'on doit. Ou que la France dit non. Que l'on doit. Et nos propositions, c'est de laisser chacun pouvoir se prononcer. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on puisse vraiment parler de solidarité quand on pousse toute une partie des patients, soit à aller en Belgique, soit à aller en Suisse, soit à aller dans d'autres conditions, soit à se suicider d'une façon violente, soit à pouvoir solliciter des euthanasies clandestines effectuées dans des mauvaises conditions avec les mauvais produits par des médecins qui se mettent dans l'illégalité. Non, nous refusons dans ces cas-là d'entendre les malades. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est de se dire qu'il est légitime de respecter des points de vue, des opinions, des convictions diverses. S'il y a parmi les catholiques 71% des gens qui veulent que l'on avance dans ce sens, eh bien ça veut dire qu'il y en a aussi 39% qui ne le veulent pas. Les uns comme les autres doivent être respectés. Les 39% qui veulent attendre la fin naturelle doivent être respectés. Les 71% qui ne vont pas tous demander une aide active à mourir, qui veulent simplement que le processus existe pour le cas où leurs conditions de fin de vie sont trop insupportables et ils veulent pouvoir mettre un terme à une agonie trop pénible. Alors, donc je crois que les uns et les autres doivent être respectés. Et du coup, je reprends ma question. Est-ce que je suis libre si à un moment donné, je souffre beaucoup et je dis je veux mourir, mais où dans quelques jours, peut-être que je vais changer d'avis? Est-ce que je suis vraiment libre? Montaigne le disait tout à fait bien, et donc ça n'a pas changé depuis. Oui, nous ne choisissons pas le fait de vivre, ce sont nos parents qui ont choisi à notre place, mais nous avons notre destin en main et notre mort nous appartient. Le choix de notre mort nous appartient. C'est une question qui est fondamentale. Bien évidemment, pour autant, certains peuvent dire « je ne veux pas interférer ». Et ils ont raison dans beaucoup de cas. C'est leur décision. Par contre, au nom de quoi une très faible minorité devrait interdire à la grande majorité qui veut avoir une maîtrise sur son destin. Ça, c'est votre vision de la vie. J'aimerais entendre tout le monde la partage. Pourquoi il n'y aurait pas de liberté? À partir du moment où c'est un droit du malade, on a accordé au malade le droit de ne pas avoir la 15e chimiothérapie s'il ne veut pas avoir la 15e cure de chimiothérapie. C'est un droit. Le droit du malade à pouvoir être dispensé d'un acharnement thérapeutique. C'est un droit. Et bien de la même façon, le malade qui dit « cette agonie s'annonce de façon trop pénible, je ne veux pas aller plus loin », pourquoi ne pas lui reconnaître ce droit? Jacques Ricot.
Permettez-moi de revenir une toute petite minute, même pas 30 secondes, sur la question des sondages. Et puis après, on va prendre la question à l'altitude où vous avez eu raison de l'apporter, hein, la question de la liberté, du choix de sa mort, comme vous dites. Sur les sondages, moi j'ai une expérience qui m'a beaucoup étonné. J'étais comme tous les Français au début, quand je me suis intéressé à ces questions. Je trouvais qu'en effet, que l'euthanasie c'était une formule, un choix, en effet. J'ai évolué, pourquoi ? Parce que lorsque je me suis mis à expliquer à des groupes très très différents, des étudiants qui étaient à 93%, comme vous le dites, 95% partisans de l'euthanasie, je leur ai expliqué posément, il faut 3 heures pour qu'ils comprennent bien tout ce qui est possible aujourd'hui. Ce que c'était que l'interdiction de l'obstination déraisonnable, ce que c'était que le soulagement de la souffrance, même si c'était au prix d'abréger les jours de la personne, que leur liberté devait être respectée, même si c'était pour leur bien qu'on leur proposait un traitement. Quand ces 3 choses-là sont expliquées, il faut 3 heures, eh bien, ils disent « Ah, mais c'est beaucoup plus compliqué que je ne pensais. » Alors l'idée que la mort doit être choisie ou non change complètement de registre. Et moi, j'ai vu de mes yeux vus, et je vous invite à faire l'expérience avec moi, à m'accompagner quand je travaille avec des groupes sans militantisme, sans préjugés. Je vois une évolution extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils se disent « mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait ». Les sondages. Mais les sondages, c'est toujours des réponses binaires. Moi, bien évidemment, que je préfère que vous m'euthanasiez, docteur Fourcade, plutôt que vous me laissiez souffrir. Bien évidemment. Je me demande même comment ça se fait qu'il y en a 5% qui résistent à ça. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est comme ça que le sondage est compris. Même s'il n'est pas formulé exactement comme ça, je l'ai vérifié bien des fois, c'est comme ça que les gens le comprennent. Ils comprennent ou bien on va souffrir en mourant, ou bien on va être libre de ne pas souffrir grâce à une euthanasie ou un suicide assisté. Mais je vais répondre tout à l'heure, mais écoutez, très courtoisement, je vous laisse m'interrompre si vous le souhaitez. Non, c'était simplement parce que j'imaginais votre discours auprès des étudiants et j'ai eu la même expérience que vous et ça prend effectivement bien 3 heures pour tout expliquer. Mais est-ce que vous leur avez expliqué ce qui se passait aujourd'hui ? Oui. Quand on applique la sédation profonde et continue, bien sûr, qu'on l'on arrête d'hydrater un malade et bien que sûr. S'il ne meurt pas tout de suite, eh bien, il va mourir de déshydratation et d'insuffisance rénale induite. Quelle est la différence entre cela et l'euthanasie ? Expliquez-moi quelle est la différence. Elle est énorme. Ah bon. Et ce qui m'inquiète, c'est que vous ne la voyez pas. Parce que vous allez me dire qu'il n'y a pas l'intention. Il n'y a pas l'intention de tuer quand on déshydrate quelqu'un. Non seulement il n'y a pas l'intention, mais il n'y a pas les moyens de tuer. C'est tout à fait différent. Enfin, là, moi, franchement, je préfère mourir d'une injection que d'une insuffisance rénale aiguë induite par une déshydratation. Ce qui a été le cas de Vincent Lambert, pour prendre l'exemple de Vincent Lambert. Alors, je vous invite à lire les 20 pages que j'ai consacrées à l'affaire Vincent Lambert. Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va pouvoir disserter ici avec précision. Mais il ne faut pas confondre la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui est une manière d'accompagner les gens qui vont mourir, et non pas l'euthanasie qui va vers les gens qui veulent mourir. Et il y a non seulement une différence d'intention, bien entendu, mais il y a une différence de moyens utilisés. Je parle sous le contrôle d'un médecin spécialisé, bien entendu, ici. Et comme disait le professeur Sicard l'autre jour, moi, une sédation profonde et continue, ça me va très bien pour terminer ma vie. Il le disait sous cette forme-là. Mais la vraie question, elle est à l'endroit philosophique auquel vous avez accepté d'élever le débat. Hein. Donc, restons, si vous voulez bien, un instant sur ce débat. Moi, évidemment, le sujet libéral-libertaire d'aujourd'hui, transparent à lui-même, pense qu'il est tout à fait libre, souverain. C'est plus compliqué que ça, parce que chaque fois que j'ai pu accompagner, et je l'ai fait depuis très longtemps, des personnes en fin de vie et des équipes soignantes qui sont confrontées à cette ambivalence, eh bien, je vois que c'est pas si simple. Le fait de dire moi bien portant, bien entendu, je ne veux pas de cette situation. Et savez-vous que plus on avance vers la fin de la vie, et moins on est assuré de ces convictions-là. Quand vous dites que... Ça peut même changer complètement. Quand vous dites qu'à l'étranger, les gens... Mais attention, d'abord, il n'y en a pas tant que ça. Vous savez combien il y a d'étrangers qui vont se faire euthanasier en Belgique? Mais on ne peut pas le savoir, puisque aucun chiffre officiel n'existe. Les chiffres qui sont proposés sont faux. Ils sont faux. Je peux vous le dire à l'avance, ils sont faux. Je peux simplement vous lister qu'avec 3 médecins de Bruxelles, j'ai déjà des chiffres qui sont le double de ceux qui sont... On va parler de la Belgique. Mais ça veut dire que les Belges mentent?
Non, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement officiel. Eh bien, c'est ce que je dis. Non, Sur cette question-là, en tout il cas... mais, monsieur, vous savez très bien, mettez-vous à la place, des autorités belges. Sur cette question, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Si les autorités belges devaient dire le nombre de Français qui viennent terminer leur vie en Belgique, ça voudrait dire qu'ils sont le mouroir d'une partie de la France, ce qu'ils ne veulent surtout pas être. Touraine, pardon. Sur le rapport, ils vont avoir la même dérive que les Pays-Bas, que l'Espagne, qui interdisent que les Français viennent terminer leur vie dans leur pays. Sur ces chiffres, attendez, pardonnez-moi. Sur ces chiffres, je voudrais juste citer le rapport de votre collègue Olivier Falorni, qu'on ne peut pas soupçonner d'être contre la question de l'euthanasie. Et dans son rapport, qui est tout récent, il indique que la Belgique accueille chaque année plusieurs dizaines de nos ressortissants. C'est la fourchette. Belge, le dernier rapport de la Commission belge indique pour 2018 et 2019, donc pour les 2 années, 45 résidents étrangers, tous pays confondus, ce qui est très peu. Donc soit c'est qu'il y en a peu, soit c'est qu'on ne peut pas les comptabiliser et que donc la Commission n'est pas en mesure de produire des chiffres et que donc le contrôle est complètement insuffisant, ce qui paraît quand même probable. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ce contrôle dont on nous dit qu'il est possible sur ces questions-là reste quand même extrêmement problématique et que probablement en Suisse c'est 60 Français pendant 4 ans. Donc ça reste des chiffres qui sont quand même très faibles. Même s'il n'y avait que quelques centaines de Français qui aillent à l'étranger pour mourir, quelques centaines de Français, ce serait déjà quelques centaines de trop. Un exil pour aller mourir prouve bien que notre pays n'est pas capable d'affronter cette période de la vie. Il meurt chaque année en France. Or, il y a 600 000 Français. Exactement. Et donc, par contre, zéro Belge, zéro Hollandais, zéro Suisse ne viennent en France spécifiquement pour mourir. Parce qu'ils savent bien que les conditions de la France sont caractérisés par le mal mourir. On sait très bien qu'en France... Nous accueillons régulièrement des patients hollandais et des patients belges, régulièrement, dont on se demande pas pour mourir. Pas pour mourir. Ils viennent en soins palliatifs. Et c'est là qu'ils vont mourir. Alors, on parle justement de la question de la législation en Belgique, qui est donc l'un des pays... qui est très importante, c'est qu'avec cette question-là, ça me paraît vraiment important, parce que cette apparence du choix, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on oblige personne à choisir, effectivement. Je pense que ça, quoi qu'il arrive, on n'obligera aucun patient à choisir, mais on oblige tous les patients à l'envisager. Et ça, c'est compliqué, parce que forcément, le message collectif qui est adressé par la loi, il vient dire... Ça serait bien de se poser la question, est-ce que ça serait pas mieux pour les proches, pour le système, pour toi? Tu es faible, tu es fragile. Et forcément, le message qui est envoyé est un message très différent. Au cours de ces 20 ans et de ces 10 000 patients qu'on a accompagnés, on a eu 2 patients qui ont demandé une euthanasie et qui ont tenu dans cette demande. On a eu d'autres demandes avec des choses beaucoup plus fluctuantes et plus compliquées. Ces 2 patients qui ont fait ces demandes, les 2 patients, à partir du moment où on a écouté, où on a dit effectivement on va y réfléchir à plusieurs, c'est compliqué, on entend ça, les 2 sont décédés avant que même une réflexion collégiale ait pu se mettre en place. Peut-être simplement le fait d'avoir été entendu et qu'on ait pu écouter cette demande-là. Mais ça veut dire que ces demandes-là restent quand même extrêmement singulières et extrêmement rares et que moi je crois que la loi ne pourra jamais, on le voit en Belgique avec les multiples changements de loi, répondre à chaque situation singulière. Par contre, on a à être extrêmement vigilant sur le message collectif qu'elle envoie à chacun de ces 600 000 Français qui meurent. Alors justement, vous parlez de la Belgique, c'est l'un des pays, on l'a dit, qui s'est le plus engagé dans la dépénalisation d'euthanasie depuis 2002. Je vous propose de voir un extrait du film documentaire Euthanasie, une pente glissante de Bruno Aguila, diffusé le 8 juin dernier sur KTO. On perçoit bien les conséquences, si je puis dire, du choix de l'euthanasie à la différence des soins palliatifs. Nora arrive dans une unité de soins palliatifs après de longs mois d'hospitalisation dans un service d'oncologie. Le rapport de l'oncologue est sans ambiguïté. Cette patiente est en fin de vie, elle va mourir dans les jours qui suivent. Nous prenons le temps de l'accueillir, nous lui proposons un bain, qu'elle accepte volontiers. Nous lui demandons quelle est sa musique préférée et elle dit qu'elle aime l'accordéon. J'en trouve un CD qui tourne pendant les soins et nous sentons Nora se détendre. Nous lui proposons un maquillage et du vernis à ongles. Et lorsqu'elle sort de la salle de bain, sa fille s'exclame « Que tu es belle, maman !» Celle-ci de répondre « Ce n'est pas le maquillage qui m'a rendue belle, c'est le regard des infirmières. » Nora, qui devait mourir rapidement selon les prévisions de l'oncologue, a quitté le service des soins palliatifs après 6 mois d'hospitalisation pour rentrer chez elle, entourée des siens. Dans la tête de mes patients, dans la tête des gens, il y a ces 2 pensées immédiates quand ils entendent que leur maladie va, disons, mal finir, que le pronostic est mauvais. Ils pensent bien sûr à la mort, ce qui est normal, ils pensent qu'ils vont souffrir.
Et voilà les deux choix, ou bien souffrir, ou bien l'euthanasie. Et voilà, c'est à ce moment-là que je leur parle des soins palliatifs. Ce n'est pas le choix mourir dans des conditions insupportables ou être euthanasié. Il y a une voie du milieu qui est de ensemble, en tant que humanité, en tant que peuple, en tant que terrien, se battre pour qu'il y ait une voie du milieu. Je reste convaincu du postulat qu'un patient qui est soulagé et un patient qui est entouré, il y a naturellement une majeure partie des demandes d'euthanasie qui sont neutralisées naturellement. Le soin palliatif, c'est de la médecine aiguë. C'est une médecine qui doit nous obliger de rester en permanence à côté de la personne. Alors quand je dis en permanence à côté de la personne, c'est pas spécialement physiquement à côté du lit, mais on doit avoir une attention de tous les moments pour pouvoir justement pallier à une douleur qui arriverait ou à un inconfort ou à un besoin qui est formulé par la personne. Donc les soins palliatifs, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une forme de médecine aiguë qui demande aussi des moyens humains et matériels qui peuvent être également importants. Les masses médias nous imposent à coup de pathos l'idée que pour bien mourir dans la dignité, il faut se faire euthanasier. Et c'est très tendancieux parce que dans le commun des mortels, les gens vont se dire si l'euthanasie est légale entre guillemets, ça veut dire qu'elle est normale, ça veut dire qu'elle est banale et ça veut dire qu'elle deviendrait presque morale. Ça coûte beaucoup moins cher d'être euthanasié, ça dure moins longtemps, il n'y a pas beaucoup de médicaments pour faire... on n'a pas besoin de beaucoup non plus de soignants. Donc c'est une solution aussi qui peut être une solution de facilité pour le gouvernement. Ça a déjà été dit, ça coûte moins cher des vieux morts que des vieux en vie. Des propos extraits du documentaire Euthanasie, une pente glissante de Bruno Aguila, coproduit par KTO, Merapi Productions et Cross River Productions. Je renvoie également au livre Euthanasie à l'envers du décor. Jean-Louis Touraine, à l'instant, on entendait parler d'euthanasie économique. Comment faire pour éviter que nos sociétés cherchent en fait à faire l'économie de soins extrêmement onéreux sur les phases terminales pour les malades? C'est toujours l'argument qui est utilisé par les adversaires. C'est une question que je vous pose. Non, mais je dis, les adversaires disent vous auriez après des dérives et ça serait pour des raisons économiques. Vous les craignez pas, vous? Ah non, pas du tout. Mais alors, pas une seconde. Nous avons un système français dont, à certains égards, nous savons à quel point il protège les malades. Et donc, nous savons très bien que dans une loi qui indique que c'est la demande du malade, ça exclut justement les demandes de famille qui se font aujourd'hui. Ça exclut les abus de médecins qui se font aujourd'hui. Ça exclut les impératifs économiques des hôpitaux qui existent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi croyez-vous qu'il y a des euthanasies clandestines faites dans les hôpitaux ? C'est parce que quand on a besoin d'un lit et que quelqu'un est en train de terminer sa vie ici ou là, eh bien, on libère le lit de cette façon-là. C'est un phénomène qui existe déjà aujourd'hui. Mais évidemment que ça existe, évidemment. Je peux vous citer des exemples très concrets. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'une loi permette de mieux codifier, parce que dans la transparence introduite par la loi, par le contrôle qui existe, par la commission que nous mettons en place, alors tout ceci n'existe plus. C'est le malade et le malade seul, ni sa famille, aucune ni les raison que ces économiques. pratiques déviantes Donc je crois disparaissent. que nous protégeons ainsi. Par contre, je voudrais écarter une idée que vous avez tout à l'heure un petit peu en filigrane évoquée, en disant ce n'est pas l'euthanasie ou c'est les soins palliatifs, c'est l'un ou l'autre. Mais pas du tout. Vous considérez que ce n'est pas l'un ou l'autre? Non seulement ce n'est pas l'alternatif, mais l'aide active à mourir est un soin palliatif. Dans tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France où l'on oppose les uns les autres. On peut absolument pas dire dans tous les pays du monde. Il y a 3 pays qui ont... Pourquoi voulez-vous opposer soins palliatifs et aide active à mourir? Les deux. Non mais il n'y a aucune raison d'opposer l'un ou l'autre. On a compris. Jacques Ricot, ce sont les deux mains d'un même corps. C'est complémentaire. Moi, je suis très respectueux de la parole. J'attends qu'il ait fini pour parler. Je vous écoute. Je vous remercie. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. J'en releverai qu'une. Quand vous expliquez que c'est le choix du malade et uniquement du malade qui doit l'emporter, je vous reçois très très bien. Et quand vous dites que c'est la famille qui la plupart du temps le demande... Non, pas la plupart du temps. 9 fois sur 10. Écoutez, moi, je suis au contact hebdomadaire depuis 30 ans avec les équipes de soins palliatifs. Toutes me disent la même chose. La pression, elle est extérieure
on se débrouille avec la personne qui est en soins palliatifs, mais il est vrai que les personnes autour, et il faut prendre soin d'elles. Moi, je ne leur jette pas la pierre. C'est très dur. Je ne leur jette pas la pierre à ces gens-là. Je comprends très bien, moi-même, j'ai vécu assez pour savoir que c'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui va décéder. Et donc, je comprends très bien ce réflexe. Mais finissez-en, docteur. Vous voyez bien qu'il n'en peut plus. Et puis, quand la famille est partie et que la personne reste avec les soignants, eh bien, les choses changent. J'ai assisté aussi une fois, mais plus une fois, et on m'a dit que ça s'était reproduit bien des fois, dans un service de soins palliatifs, on avait, comme très souvent les médias font leur chou gras des morts annoncées, des morts spectaculaires, beaucoup moins nombreuses qu'on ne le dit, mais voilà, ça existe. Et des personnes qui se sentaient bien, vous voyez bien que ma vie sert à rien, vous voyez bien, on est en train d'approuver cette personne et même de l'admirer parce qu'elle est allée en Belgique, alors moi, qui suis encore plus dégradé qu'elle, vous voyez bien que ma vie vaut plus d'être vécue. Mais ça, je l'entends constamment. Et c'est ça qui me fait hésiter sur votre bonté, parce que vous êtes bon. Je pars de ce principe que ce que vous voulez, c'est le bien des gens. Je ne vous fais pas de mauvais procès. Je suis sûr que vous êtes sincère quand vous dites que ce n'est pas des raisons économiques, bien évidemment. Ce sera un effet, mais ce ne sera pas la cause. Un effet d'économie évident. Comme disait Houellebecq, ah oui, ça paraît évident. Mais ce qui m'importe ici de souligner, et que le docteur Fourcade a esquissé il y a un instant, c'est que cette proposition qui est faite en réponse à des demandes, je ne nie pas qu'il y ait des demandes, mais comment doit-on les traiter? C'est toute la question. Mais cette réponse à des demandes, c'est une offre. Et ça change tout. C'est une offre. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, moi le premier, nous sommes peut-être tous les deux septuagénaires, je ne sais pas, mais moi le premier, je me dis, mais si c'est une offre, c'est une possibilité. Ah, mais j'y avais pas pensé. Mais maintenant que j'y pense, mais bien sûr, c'est donc une proposition qui m'est faite. C'est une offre. Et de la proposition à l'injonction, pas tout de suite, mais avec le fil du temps, c'est ce qui se passe. Quand vous dites que la plupart des pays du monde, mais c'est pas vrai. Ça fait 40 ans que j'entends cet argument, mais 98% de la population mondiale, les médecins n'ont pas le droit de faire mourir délibérément leurs patients. C'est pas vrai. C'est vrai qu'on entende un peu, docteur Fourcade. Je voudrais vous témoigner aussi un petit peu de ma pratique de soignante, parce que écouter quelqu'un qui est gravement malade ou qui est en fin de vie, en soins palliatifs, on n'accompagne pas seulement des patients en fin de vie, mais en tout cas seulement des personnes gravement malades, c'est pour les soignants quelque chose de difficile. C'est une médecine lente, une médecine qui prend du temps. Écouter vraiment, dire la souffrance, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement pour les patients, qui s'accompagne toujours de beaucoup d'émotions. Écouter la peur, écouter la douleur, écouter la crainte de l'approche de la mort, c'est quelque chose de compliqué pour les soignants. Si je veux pouvoir écouter vraiment, entendre vraiment ce que me dit le patient, sans immédiatement vouloir me protéger, je ne peux pas en même temps, je parle là, quand je dis « je », c'est vraiment de moi que je parle, je ne peux pas en même temps me dire peut-être que cette personne-là, à un moment, c'est moi qui vais devoir venir avec une seringue que j'aurais préparée, lui dire au revoir, je suis contente de vous avoir connu, je ne peux même pas imaginer ce qu'on peut dire. Je trouve qu'il y a là nécessairement quelque chose qui empêche ensuite le soignant d'écouter. Je partage pas du tout cette idée que ce serait une autre forme de soins palliatifs. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que par la suite, je ne peux plus entendre le patient avec la même liberté d'entendre tout ce qui est difficile si je sais qu'à un moment, c'est moi qui vais devoir venir. On est dans une forme d'écoute, on est dans une médecine qui est très humble. On est dans une médecine qui perd tout le temps. Nos patients meurent tous à la fin. On n'est pas dans une médecine qui sauve. On est dans une médecine qui a renoncé volontairement à la toute-puissance. Et c'est un travail constant d'équipe de refuser cette position de toute-puissance. Et là, curieusement, je trouve, on vient nous remettre dans cette position-là, même si c'est la demande du patient, c'est quand même le soignant qui va devoir faire le geste et mettre fin à la vie du patient. Et ça reste malgré tout, à la fois pour le patient, pour la famille et pour les soignants, une extrême violence. Est-ce qu'il y a d'autres propositions à faire pour mourir mieux en France? Absolument. Absolument. Et moi, je trouverais ça... Alors, autant je peux imaginer le débat d'un point de vue philosophique sur la question de l'euthanasie, de la fin de vie, autant se dire qu'on légaliserait l'euthanasie parce qu'on n'a pas su offrir à nos patients
et à l'ensemble de nos concitoyens les conditions d'une mort digne, ça me semble complètement inacceptable et c'est actuellement ce qui se passe. On a une loi qui garantit à tous les patients l'accès à des soins palliatifs, précoces, partout, pour tous, depuis longtemps. Ces lois sont de plus en plus fines, de plus en plus ajustées, elles répondent, sur le papier, elles répondent à toutes les situations et les courbes d'évolution des soins palliatifs sont absolument horizontales depuis 10 ans. 30% des patients qui en auraient besoin bénéficient de soins palliatifs. Et cette courbe reste horizontale. C'est-à-dire que derrière les mots, il faut aussi une vraie volonté politique de rendre possible cet accompagnement pour tous les patients qui en ont besoin. Du coup, on se tourne vers le législateur, vers le député, parce que vous avez voté aussi ces lois. Non seulement j'ai voté, mais j'ai contribué à la constitution, à la création des soins palliatifs dans ma région. Et je suis très admiratif des personnes qui y travaillent. C'est un travail difficile. C'est un travail qui demande un immense dévouement et je suis vraiment très sincèrement admiratif de tous les personnels, infirmières, aides-soignantes, médecins, tous ceux qui sont dans les services de soins palliatifs. Je dirais que j'ai appris avec le temps que mieux encore que les services de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs apportent des solutions et devraient permettre à l'avenir de rectifier un peu la pénurie actuelle. Les services sont utiles, ne serait-ce que pour la formation, pour le développement d'innovations, etc. Mais la plupart des malades ne souhaitent pas qu'on les déplace de 50 km ou de 100 km pour aller terminer leur jour ailleurs. Ils aiment mieux être soit chez eux, ce que les Belges savent faire alors que les Français ne le font pas, soit chez eux, soit au moins dans le service hospitalier où ils se sont fait suivre pour leur maladie, cancer, maladie de Charcot, autres maladies arrivées à son terme. Donc, en tout état de cause, il faut cela. Alors, ça va progresser. Il y a eu 4 plans soins palliatifs. Au bout de 4 plans, il y a environ 30% des besoins qui sont satisfaits. C'est peu, en réalité. C'est très, très peu. Donc, vous voyez qu'il faudra encore peut-être une douzaine de plans de soins palliatifs pour y arriver. Bon. C'est très dommage. C'est comme pour beaucoup d'autres problèmes. La volonté, c'est pas le législateur, là. On a écrit dans la loi que c'était obligatoire. Tout Français a droit à des soins palliatifs. Absolument. Le législateur l'a fait. Après, c'est à l'exécutif de donner les moyens pour que ça se réalise. Ça n'est pas donné, ça n'est pas accordé. Pour l'instant, il n'y a pas concrètement ce que le législateur a demandé. Donc c'est une loi qui n'est pas appliquée. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par appliquer la loi avant d'imaginer ou de souhaiter autre chose ? Non, c'est en parallèle. C'est en parallèle. Les deux doivent aller de pair et il n'y a pas de raison de dire c'est ou l'un ou l'autre. Je vais compléter ça, c'est votre approche. Non, mais je voudrais compléter parce que c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Une enquête a été conduite sur de très nombreux hôpitaux en France, sur quelques centaines de malades qui, en arrivant dans ces services, ont demandé une aide active à mourir. Pris en charge par les personnels des soins palliatifs, ayant revu leurs proches et ayant une douleur beaucoup mieux soulagée, etc., ils ont été réinterrogés quelque temps après. À ce moment-là, 61% persévéraient dans leur demande d'aide active à mourir. Donc ça veut dire, et c'est intéressant, que 39% ont abandonné leur projet. C'est très important de le savoir, ça. Et donc il y a aussi, parmi la totalité des décès, on peut le dire, je crois, et s'accorder là-dessus, il y a environ 2% des décès qui, pour l'instant, ne sont pas pris en charge correctement, qui sont donc résignés, soit aller dans un pays étranger, soit se suicider, soit demander une euthanasie clandestine, mais ça ne joue pas sur un nombre considérable de décès, mais c'est quand même 2% des 500 et quelques mille décès qu'il y a chaque année en France qui ne sont pas correctement pris en charge. Sur ces quelques cas, la sédation profonde et continue ne peut représenter qu'au maximum 0,5% des décès par rapport aux conditions, aux nécessités dans lesquelles ça se développe. Donc on voit bien qu'il y a un vide, qu'il y a une lacune, qu'il y a un besoin à combler, et c'est pas parce que vous faites quelque chose d'autre, la sédation profonde et continue, ou telle variété de soins palliatifs, que pour autant vous enlevez cette nécessité qui va perdurer pour 61% des personnes qui, à un moment donné, avaient exprimé ce point de vue. J'ai une question du coup. Est-ce que pour vous, cette aide active à mourir que vous souhaitez, l'euthanasie, c'est dans la suite logique ou est-ce qu'il y a une rupture par rapport à notre manière d'accompagner la fin de vie en France et plus largement d'ailleurs notre culture française ? Est-ce que c'est dans la continuité pour vous? Est-ce qu'il y a une rupture?
Le vote de votre proposition de loi, vous le souhaitez? Il y a des gens qui vont évoluer, et chacun d'entre nous, quand on est bien portant, on ne sait pas comment on va réagir à ce moment-là. Mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que c'est pour vous une rupture, cette proposition de loi que vous portez? Mais c'est pas une rupture, c'est une évolution naturelle. C'est une bascule de civilisation pour vous? Pas du tout. Nous avons eu plusieurs lois. Il y a eu une loi depuis le début du siècle, c'est pas très ancien. Les droits du malade, qui ont été en 2002, Bernard Kouchner. Il y a des lois sur la fin de vie. Toutes ont été bénéfiques. Elles ont apporté quelque chose. Simplement, il nous reste une lacune importante qu'il faut combler. Donc c'est simplement la poursuite de tout ce que nous faisons. Si nous revenons au milieu du XXe siècle, ça existait. C'était à l'initiative purement médicale. On appelait ça l'injection de cocktail lithique. C'était fait tous les jours, dans tous les hôpitaux de France. C'était quelque chose de banal. On donnait des fins de vie aux malades sur la décision médicale, sans se préoccuper précisément. Donc, nous avons eu une évolution positive qui a été l'interdiction de ces euthanasies réalisées sur la décision seule des médecins. Docteur Fourcade. On n'a pas comblé le vrai problème qui est non pas la décision médicale, mais la décision du malade. Docteur Fourcade. C'est précisément de ces pratiques de cocktail lithique que sont nés les soins palliatifs. Précisément dans un refus de ce type de pratique qui n'était pas respectueux ni des patients ni des soignants. Qui malheureusement perdure, mais de façon non officielle maintenant. Et surtout, de manière illégale. On est bien d'accord, mais de manière extrêmement rare, alors qu'elles étaient des pratiques tout à fait coutumières et que personne ne questionnait dans les années 70 et 80. Absolument. Donc elles ont quand même quasiment complètement disparu. Il n'y a aucune raison qu'une loi les fasse disparaître complètement. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on est dans une continuité. On a abrogé ces pratiques qui étaient très On va laisser parler Mme Fourcade. Il me semble qu'on est à l'inverse dans une rupture, au contraire, majeure, une rupture civilisationnelle qui me paraît très importante, qui est celle où on demande à des soignants qui jusqu'à présent, dans toute l'histoire de l'humanité, avait pour mission de prendre soin, de mettre fin à la vie des patients. Je trouve qu'il y a là, que ce soit une demande de la société, que ce soit fait de manière clandestine et illégale, c'est illégal. Si vous lisez la loi, vous verrez, le médecin ne donne pas la mort. Ces malades sont réputés de mort naturelle, c'est la maladie qui... Écoutez ce que disait Chantal Sébir ou Anne Bert. Qu'est-ce qu'elle disait? Je ne demande pas à un médecin de me donner la mort. Moi, je veux vivre, je voudrais vivre, sauf que j'ai une maladie qui me tue. Je demande simplement au médecin un geste d'amour. Ce n'est pas un geste de mort. Ne confondez pas. Monsieur Touraine, laissons... Eros et Thanatos sont proches. Eros et Thanatos sont proches, mais quand même, à ce point-là, les malades demandent un geste d'amour, un geste de compassion. Ils ne demandent pas un geste de mort. C'est la maladie qui les tue. C'est pas le médecin qui les tue, c'est la maladie. Mais je ne sais pas si... En tout cas, il me semble tout à fait particulier de présenter les choses comme ça. C'est quand même bien dans l'aide active à mourir qu'on demande bien à un soignant de venir donner la mort à un patient à sa demande. C'est ce qu'on écrira après dans le certificat médical, mais qui est quand même particulier. C'est quand même le geste du soignant qui va mettre fin à la vie du patient. C'est ça qui est extrêmement difficile et c'est ça qui est une vraie rupture. Je veux dire, Hippocrate, bien des années avant Jésus-Christ, le disait déjà. Le rôle du soignant, c'est de soigner. Comme dans la sédation profonde et continue. Les pratiques sédatives, l'ensemble des pratiques sédatives sont des pratiques d'accompagnement dont l'objectif est de soulager. En tout cas, l'objectif pour nous est de soulager actuellement, de mettre tout en œuvre. Il interdisait de soigner les lithiases de la vessie. On ne va pas revenir à ça. Alors, on n'a pas la prétention. Au sujet des pratiques sédatives qui sont de soulager et d'accompagner chaque patient pour trouver une solution singulière, ce qui est, je trouve, tout à fait aidant pour nous dans les lois actuelles, c'est qu'on a des lois qui fixent un cadre, on a besoin d'un cadre, mais qui, à l'intérieur de ce cadre, nous permettent d'avoir la singularité qui permet pour chaque patient de trouver la voie de l'accompagnement qui lui correspond et les moyens de le soulager. Et je crois c'est important pour nous de garder cette possibilité de l'accompagnement singulier. Alors, on n'avait pas la prétention à travers ce débat de vous mettre d'accord. En tout cas, on voit bien qu'il y a différentes visions qui s'expriment. Monsieur Touraine, vous avez pu introduire ce débat en début d'émission et je voudrais qu'on conclue avec vous, du coup, Jacques Ricot. C'est un honneur que vous me faites. Basculement de civilisation. Mais je suis très respectueux de la façon dont M. Touraine prend les choses et j'aimerais pouvoir dialoguer d'ailleurs davantage avec lui, ne serait-ce que parce que les 61% dont vous avez parlé tout à l'heure, alors c'est pas du tout mon expérience, je ne sais pas, vous avez pris vos chiffres, mais moi c'est pas du tout les miens. C'est-à-dire que les miens, c'est beaucoup de personnes arrivent en disant « je ne veux pas souffrir et donc je préfère être euthanasié que mourir », mais il n'y en a pas 39% qui restent comme ça. Non, c'est là. Totalité, sinon la quasi-totalité. Ne repartons pas sur un débat. C'est pourtant très important que les gens le sachent, que ces demandes sont extrêmement rares. Alors, par contre, ce que je crois foncièrement,
avec Robert Badinter, avec mon maître en philosophie Paul Ricoeur, c'est que c'est une rupture éthique colossale. Non pas par rapport aux thèses d'Hippocrate, mais par rapport au serment d'Hippocrate. C'est pas rien. C'est un choix de civilisation complètement inédit qui est proposé ici. Et il faut quand même l'assumer. Je veux dire, je respecte vraiment votre position complètement, mais comme je moi, respectais je respecte totalement la vôtre. Oui. Mais Paul Ricoeur dit aussi que l'État moderne doit restituer aux citoyens une part des libertés qui ont été confisquées par les États. Et surtout donc, pas celle-là. Paul Ricoeur... Paul Ricoeur, surtout pas celle-là. Écoutez, je suis un disciple de Paul Ricoeur, je l'ai rencontré, nous avons parlé ensemble et il a même écrit, je peux vous donner les textes qu'il a écrits, il est rigoureusement hostile à cette légalisation de l'euthanasie, il l'a dit, il l'a écrit. Sur le plan de l'euthanasie. Mais par contre, le principe de restituer une liberté à chaque citoyen... Oui, mais pas celle-là. Fait partie de cette liberté, elle est, comme l'a très bien dit un député communiste, elle est liberticide. Quand je parle d'un député communiste, je parle du regretté Michel Vaxès, avec lequel je me suis bien souvent rencontré, qui parlait d'une rupture de civilisation, lui aussi, et qui était, vous le savez bien, puisque vous êtes parlementaire, très hostile à cette légalisation. C'est intéressant pour moi de le dire parce que on dit quelquefois, c'est la droite, c'est les cathos. Moi, je suis philosophe. Non, mais une grande partie des Républicains ont voté la loi, donc c'est pas la droite. C'est pas la droite. Oui, mais ce qui prouve, soit dit en passant. Et il y a quelques socialistes, un ou deux, qui ne l'ont pas voté. Donc c'est pas que le conservatisme versus le progressisme. Mais j'ai entendu Pierre Daréville, pour le citer ici, parler de rupture éthique, et il avait raison. On va laisser M. Errico pouvoir faire sa conclusion, s'il vous plaît. Complètement. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Vous gagnerez sans doute un jour parce que l'évolution libérale libertaire va dans votre sens, et elle ne va pas dans mon sens. Ce n'est pas mon idéologie politique ni philosophique, celle-là, mais enfin, je la respecte et nous sommes en démocratie. Mais tant que le débat n'est pas terminé, je le mènerai de la manière que vous voyez. Parce que j'entends, comme celui qui a préfacé mon livre, Philippe Pozzo di Borgo, le héros des Intouchables, celui qui inspire le film, je l'entends, il faut l'entendre ce monsieur. Il dit, mais moi bien sûr que si on m'avait proposé l'euthanasie, je l'aurais fait, parce que je n'en pouvais plus. Mais aujourd'hui, je vois que j'ai réussi à avoir une vie. Et donc, ça n'est pas vrai de dire que les soins palliatifs peuvent être complétés de façon naturelle. Mais ce n'est pas une mort naturelle, la mort donnée, la mort infligée. Ce n'est pas une mort naturelle. Enfin, là aussi, je reviens à mon propos de départ, ne trichons pas avec le lexique, assumez votre position. Oui, vous voulez bien que l'on aide à mourir au sens de tuer le patient. Alors, assumez. On va rester sur ces mots. Merci beaucoup pour ce débat. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on imaginait bien qu'on ne pourrait pas vous réconcilier. En même temps, ça dit quelque chose de ce débat qui traverse notre société française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie aussi, pour ceux qui souhaiteraient compléter cette réflexion, bien sûr, à notre site où vous y trouverez les références des différents ouvrages, mais aussi à Samaritanus Bonus de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la position et la réflexion de l'Église catholique sur la question de la fin de vie. Note publiée en septembre 2020 et qui qualifie l'euthanasie de crime. Ne pouvoir guérir ne dispense pas de soigner. Elle appelle à un soutien renforcé des familles et des soignants. Merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir participé et à vous pour votre fidélité. Vous retrouvez cette émission sur le site ktotv.com. À très bientôt.